C'est un plaisir de vous retrouver dans ces journaux, mesdames et messieurs. Tout de suite, le point essentiel. Marche de l'opposition ce samedi à Kinshasa, l'itinérance déviée, le manifestant violemment dispersé par gaz lacrymogène. La police a inquiété quelques militants de l'opposition. Toujours dans la même optique de ce jeudi, l'opposition prévoit un sit-in devant le siège de la CENI pour dénoncer l'opacité dans le préparatif des élections. 99e réunion du Conseil de ministres, la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a essentiellement porté sur 4 points principaux, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Suivez la restitution avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de ses récents déplacements dans le cadre de la recherche du retour de la paix dans l'Est de notre pays. Sur invitation, respectivement, du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, du président de la Namibie, Agé Gengob, il a pris part à 2 sommets importants. Tout d'abord, le 6 mai 2023 à Bujumbura, où dans le cadre de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, plus connue sous la dénomination de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et avant de passer le témoin de la présidence du mécanisme à son homologue du Burundi. Il a de nouveau plaidé pour la revitalisation du dit accord, aujourd'hui en souffrance, la faute aux manquements répétés de certains pays, dont le Rwanda, aux obligations pourtant consacrées et auxquels le pays de la région de Grand Lac ont agréé depuis février 2013. À ces propos, il a rappelé et fermement condamné l'agression dont notre pays fait l'objet de la part du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste M23, ceci en totale violation des engagements 2 et 3 de l'accord cadre portant respectivement sur la non-assistance aux groupes armés et sur le respect de la souveraineté de l'État des États de la région de Grand Lac. Toujours au Conseil de ministres, le gouvernement prévoit la relance des activités de la société minière de Bakwanga. Suivez. De la République du Botswana du 9 au 12 mai 2023. Accompagné notamment de certains membres du gouvernement, cette visite a été l'occasion de raffermir les liens historiques d'amitié et de coopération existants entre nos 2 pays, qui, en plus d'abriter le siège de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qui lui tardait de visiter selon les us et coutumes liés à cette communauté sous-régionale dont il assure la présidence pour l'exercice 2023. Comprenez que c'est à Gaborone que ces travaux se sont tenus. Les Botswana, mondialement reconnu pour la performance de son secteur minier, particulièrement celui du diamant dont il est premier producteur en volume et en valeur, et conformément à sa volonté qu'il a maintes fois exprimée d'accélérer l'industrialisation de notre économie en ayant pour objectif, pour ce qui relève de l'industrie minière, de créer et d'accroître les chaînes de valeur. La mission de Gaborone a offert à la délégation congolaise la possibilité de s'imprégner de l'expérience botswanaise en la matière, notamment au copyright, et qui a récemment élaboré un plan de relance des activités de l'un des fleurons de notre économie, à savoir l'AMIBA, entreprise du portefeuille de l'État, spécialisée dans la production du diamant aujourd'hui en détresse. Sachant que le plan de relance initialement élaboré et validé par les différentes parties prenantes demeure encore perfectible, il a rappelé la nécessité qu'il y a pour toute initiative allant dans le sens de régénérer, d'améliorer et d'optimiser nos industries en vue d'accélérer les développements économiques de notre pays, de veiller à s'appuyer sur les modèles existants, particulièrement ceux de pays ou des économies revêtant de caractères similaires aux nôtres. Ce samedi, 20 000 l'opposition politique a manifesté contre la vie chère, l'opacité dans le préparatif des élections et leur sécurité généralisée en RDC. Une marche dispersée par la police pour non-respect de l'itinérance donnée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Moïse Katumbi déplore lamentablement les comportements des éléments de la police nationale congolaise. Regardez.
La police aurait reçu l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, celle de ne pas laisser les opposants de se réunir en Ngaba, Lemba ou Limete. En effet, les leaders des opposants congolais, entre autres Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno ainsi que Deli Sesanga, se sont retrouvés bloqués dans la commune d'Engaba, laquelle la police s'était érigée une barricade afin de les empêcher de poursuivre leurs manifestations. Cependant, l'opposition avait reçu l'autorisation de marcher selon l'itinéraire qui partira du rond-point Sakombi dans la commune d'Engalema jusqu'au point d'aboutissement au terrain Imka de la commune de Kassavoubou. Par contre, ces dites 4 opposants ont préféré de garder leur itinéraire de départ, celle de partir de Lemba jusqu'à atterrir au siège de l'ECD dans la commune de Kassavoubou. Par ailleurs, plusieurs autres cas d'arrestation ont été signalés, notamment Bienvenue Matoumo de la lutte pour le changement, Loucha en sigle, était aux arrêts et accusé de saboter l'ordre de l'hôtel de ville interdisant l'attroupement de plus de 10 personnes à Lemba Super. Le député provincial Mike Moukebaï du parti Ensemble pour la République était aussi arrêté. Marche de l'opposition restons-y après dispersion par la police. Les leaders de l'opposition politique se sont réunis pour dénoncer le pouvoir dictatorial de Félix Tshisekedi et annoncent le jeudi prochain un sit-in devant le siège de la CENI. Regardez. Mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Dans le même registre, l'opposition a essayé de dresser le bilan de la répression de la police nationale congolaise. Suivez. C'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression? C'est celui de mentionner est arrivé à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer? Venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Et dans un autre registre, les listes de candidatures et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation seront déposées à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle avant le 25 juin. C'est Christophe Mbosso Kodia qui l'a fait savoir dans une déclaration. Pour lui, l'Union sacrée doit être à la page et en ordre avec la loi. Regardez. Les temps pressent, nous sommes entretenus de dépôt de candidatures. Il faudrait que nous nous préparions pour déposer les candidatures avant le 25 juin, date fixée par la loi. Donc d'ici 25 juin, nous devons prendre toutes les dispositions pour que les listes des candidats de chaque regroupement et de chaque parti soient prêtes. Je pense, avant le 25 juin, la loi portant répartition des sièges sera discutée. L'année scolaire 2023-2024, même les établissements privés agréés dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique sont interdits de fixer de frais exorbitants aux élèves. Cette annonce a été faite par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Suivez.
Le patron de l'EPST, Tony Mwaba, a dans une note circulaire fixé le frais scolaire pour la nouvelle année scolaire 2023-2024. En effet, les établissements privés agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique sont interdits d'exiger des frais scolaires fantaisistes aux élèves. Ici est dénoté que pour l'année scolaire 2023-2024, une note fixant le frais des scolarités a été signée le jeudi 18 mai dernier à Kinshasa par le ministre de l'EPST. Signalons qu'à l'instar de cette dite note fixant le frais des scolarités pour les établissements privés, on parle aussi de la consolidation de la gratuité d'enseignement primaire aux établissements publics qui est en application depuis l'année scolaire 2019-2020 sur toute l'étendue de la RDC, aussi bien dans des écoles conventionnées. Par ailleurs, il est à savoir que l'arrêté ministériel du gouverneur qui fixe ces frais devra être au préalable envoyé au secrétaire général de l'EPST afin de passer au contrôle des conformités et d'approbation par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement primaire, secondaire et technique au niveau national. La réhabilitation du secteur agricole et rural, créateur d'argent et du développement en RDC, est négligée et délaissée par les autorités politiques. Son budget n'a jamais dépassé 2 à 3% des prévisions et son exécution a toujours été d'environ 50 millions de dollars. Toutes ces révélations ont été faites ce samedi 20 mai 2023 par le professeur Florimond Mouteba Chitengue, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP en sigle, à travers une étude faite dans ce secteur. Patrick John Mukengeshay pour les détails. C'était au cours d'une conférence de presse que l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, a, à travers son président du conseil d'administration, Florimond Mouteba Chitengue, a exposé devant la presse locale cette étude menée et publiée depuis 2018 intitulée « Les secteurs agricoles est principale source de croissance inclusive et de sécurité alimentaire ». Les propositions de l'ODEP a été présentée une étude très approfondie avec un bref diagnostic, la situation actuelle de l'agriculture en République démocratique du Congo, la nouvelle politique agricole pour déboucher sur le financement du secteur agricole et les conclusions qui donnent de vraies pistes de solutions à la relance et au développement du secteur agricole et rural. Et pour le professeur Florimond Mouteba Chitengue, les autorités politico-administratives doivent y mettre de la volonté pour la relance de ces secteurs. Il n'y a pas un secteur qui peut être créateur de beaucoup d'emplois, qui peut permettre la diversification de notre économie et donc l'élargissement même des bases, des nombres de personnes taxables, des entreprises taxables, et donc élargir même les recettes créées et mobilisées pour pouvoir donc faire face aux dépenses publiques de notre pays. Vous voyez seulement les États-Unis, ils sont aussi la première puissance agricole mondiale, au-delà d'être la première puissance nucléaire. Donc, nous aussi, comme on aime bien imiter les modèles de démocratie des autres, mais imitons au moins ce qu'il y a de bien chez eux. Donnons réellement priorité à ce secteur, parce que c'est à partir de ce secteur-là qu'on aura une croissance inclusive et le développement et l'émergence pour nous. Notez que l'ODEP a promis également d'intensifier plusieurs actions pour une forte sensibilisation de la société civile qui doit s'approprier cette étude. C'est la salle du service et documentation et d'études du ministère de la Justice qui a servi de cadre à la tenue de cette activité. Élections syndicales dans les administrations publiques. Il faut savoir qu'à la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydro, l'Union des syndicats du Congo, USC en sigle, a mobilisé les agents et cadres sur ces élections annoncées pour le 23 mai prochain. Espoir Kinavidi et Merveille Agoloa pour le compte rendu de la rédaction. Suivez. À quelques jours des élections syndicales, comme dans toutes les sociétés étatiques en République démocratique du Congo, l'Union des syndicats du Congo affûte ses armes pour ses échéances à la Sonahydro. Comme tout ailleurs,
La journée du jeudi, caractérisée par le début de la campagne électorale, les membres de l'IEC ont accompagné leur camarade présidente Myriam Senga sur terrain pour mobiliser les agents et cadres à voter utile. Tout a commencé à la clinique située au croisement des avenues Wangata et Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, où le personnel de santé de la Société nationale des hydrocarbures du Congo ont accueilli avec joie cette nouvelle structure syndicale au sein de cette société de l'État et apportent leur soutien pour le bien-être des employeurs. Biso bato polyclinique toponi c'est pour nini parce que ça me paye pas sika. Moi par exemple j'ai 27 ans dans cette société. Nana mon syndicat mon côté au côté la polyclinique. Tozalaka awa tozalaka marginalisé. Kon syndicat oyeye et par hasard. Voilà. Et là on se zana tango nango. To tambola ki ba syndicat ebele yaya. Kandi tozabo bateni ndenga lobi wana. Tozana teni ezali uniforme te. Mutuna yaye. Mais tolobi topona syndicat ya sika. Ni tezama ya sika, mo pepe ya sika et répondre na ba besoin na biso petozala ya sika. Après la clinique, la délégation s'est dirigée à Kingabwa où est logé les garages et la technique de cette entreprise publique. Ici, la présidente de l'Union des syndicats du Congo a eu des échanges fructueux avec les navigants en série de questions et réponses afin de rencontrer leurs préoccupations après 7 ans de souffrance. 7 ans. Ngamo nazaki rescapé na délégation syndicale oyo et uti kokweya. Na koma komela bakisi et puis nazanga mon côté ba Jean baza ebele o baza ba rescapé to kundi boni. Banda ko panzani boni place enfant des athées. Na telemi. Bo soutenir ngai poto ke liboso. Dans ses mains, la Bible, symbole de la vérité, le code du travail et la convention comme outil d'un syndicat digne de son nom. C'est au siège de la Sonaïdroc dans la commune de la Gombe que s'est clôturé ce périple de l'IEC avec la pose des affiches bureau par bureau pour la première journée de cette campagne électorale. À l'international, on parle de l'ouverture le vendredi 19 mai dernier du sommet de la Ligue arabe qui réunit plusieurs pays de cette communauté en vue de discuter sur les questions économiques, sécuritaires et diplomatiques entre différents États. On signale la présence remarquée du président ukrainien Volodymyr Zelensky et celui de la Syrie Bachar al-Assad pour régler le problème des conflits entre ces nations. Suivez ces reportages de la France 24. Aussi de coordination avec les partenaires européens avant de pouvoir rencontrer le reste des pays du G7. Une session sur l'Ukraine a lieu cet après-midi. Il y sera sans doute donc question de la Russie et de nouvelles sanctions. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont quant à eux déjà annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie en marge de ce G7 hier soir et ce matin. Et enfin, on le disait, la question de la Chine sera abordée ce soir lors d'une réunion sur la sécurité dans la zone Indo-Pacifique et donc aussi sur la Chine avant d'aborder la question de la non-prolifération nucléaire, un thème particulièrement cher à Fumio Kishida, le Premier ministre japonais dont la famille est originaire d'Hiroshima. 32e sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite, une réunion des pays arabes qui réintègre la Syrie après 12 ans de guerre, une guerre qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Bachar al-Assad est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par l'ONU. La normalisation avec Damas est une priorité du prince héritier saoudien MBS. Pour les opposants syriens, cette décision est une trahison envers le peuple syrien. Axel Simon. Après le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Al-Sisi, arrive quelques minutes plus tard Bachar al-Assad. C'est la première fois depuis 12 ans que le président syrien assiste à un sommet de la Ligue arabe. En novembre 2011, il en avait été exclu suite à sa répression meurtrière du soulèvement populaire, début de la guerre en Syrie qui a fait 500 000 morts et des millions de déplacés. La présence de Bachar al-Assad, ancien paria de la communauté internationale, marque ainsi la fin de plus d'une décennie d'isolement diplomatique de la Syrie. Mais une présence qui pose question, comme le souligne l'ONG Human Rights Watch.
Évidemment qu'il n'est pas fréquentable parce qu'il est à la tête d'un régime qui, pendant 12 ans, a commis des crimes contre l'humanité innombrables, qui a utilisé des armes chimiques, qui a torturé et exécuté des gens en masse, y compris des civils, des gens qui n'étaient même pas armés, qui a bombardé de manière indiscriminée des villages entiers. Enfin, je pourrais continuer pendant longtemps. Donc non, il n'est absolument pas fréquentable et nous continuons à demander la reddition des comptes en ce qui concerne Bachar el-Assad et tous les hauts responsables de son régime. Ce sommet intervient dans un contexte de détente régionale marqué par un rapprochement ces derniers mois entre le royaume saoudien et son grand rival régional, l'Iran. À l'agenda, de nombreux dossiers économiques mais aussi diplomatiques. L'organisation compte s'impliquer pour parvenir à un règlement de la guerre en Syrie. Elle devrait aussi se pencher sur les conflits au Soudan et au Yémen. Damas, de son côté, mise sur une pleine normalisation avec les pays arabes, notamment les riches monarchies du Golfe, pour financer la reconstruction du pays. Enfin, le valère nitritive, une bonne source d'antioxydants protecteurs. Les études suggèrent que ces composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme et à protéger contre des infections telles que les maladies cardiaques et les cancers. Ils auraient également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et antimicrobiens. Suivez d'autres détails avec Ruth Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir prêté votre attention. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Marche de l'opposition ce samedi à Kinshasa. L'itinérance déviée, le manifestant violemment dispersé par gaz lacrymogène. La police a inquiété quelques militants de l'opposition. Toujours dans la même optique de ce jeudi, l'opposition prévoit un sit-in devant les sièges de la CENI pour dénoncer l'opacité dans le préparatif des élections. Ce journal a connu la participation de l'équipe technique et de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.